Le météorologue, c'est un type qui s'appelait Alexei Fedosievitch von Gengheim. Ce n'était pas un nom russe, donc, mais c'était une famille qui était russe, pourtant qui était établie en Russie depuis très longtemps, qui était donc, voilà, qui a été le fondateur de l'Institut national de météorologie de l'URSS. Je le dis en passant, donc, le territoire absolument gigantesque, 11 fuseaux horaires à l'époque. On a réduit le nombre depuis à 9. Voilà, donc c'était pas de la tarte de faire la météo pour toute cette immensité de terre. Et avec des climats extrêmement variés, etc. Bon, et c'était très stratégique, très important, ne serait-ce que pour l'agriculture, et puis aussi pour les transports, pour des tas de choses. Bien, donc c'est lui le fondateur. Et puis il travaille avec ardeur à ça, et puis voilà qu'un jour de 1934, il est arrêté et accusé de sabotage, c'est-à-dire d'avoir saboté sciemment les prévisions météorologiques, etc., pour nuire à la construction du socialisme. Il est donc arrêté, il est interrogé pendant des mois à la Loubianka. La Loubianka, c'est le quartier général de la police politique à Moscou. Et finalement déporté dans un camp, dans des îles au milieu de la mer Blanche, qui s'appellent les îles Solovki. Voilà. De là, il écrit pendant quelques années des lettres à sa femme et à sa fille, des très belles lettres avec pour sa fille, avec des dessins, des herbiers, etc. Très colorés, très... Bon. Et puis finalement, en 1937, au moment où se déclenche ce qu'on appelle maintenant la Grande Terreur, jusque-là c'était la terreur ordinaire, si je puis dire, là c'est la Grande Terreur, c'est une espèce d'accès de folie, démence politique, enfin... et où vont être exécutées 750 000 personnes innocentes, je veux dire, en moins d'un an et demi. Et donc lui, il fait partie de ces gens-là, il est condamné à mort sans le savoir, et on le met dans un convoi qui va être, avec 1111 autres prisonniers de ce camp, et ils vont être exécutés dans une forêt la nuit. Voilà. Alors je raconte cette histoire, mais je raconte aussi comment je suis tombé sur cette histoire, et surtout aussi toute l'enquête qui a permis d'aboutir, une enquête que je n'ai pas faite, que j'ai reprise simplement, qui a permis d'aboutir à la découverte des circonstances de la mort, du lieu de la mort, etc. Parce que, donc, il était innocent, hein, comme tous les autres. Il a été réhabilité après la mort de Staline, en 1956, comme beaucoup d'autres aussi. Les documents de réhabilitation, c'est stupéfiant, parce que l'État soviétique, enfin la procurature, dit la condamnation à mort est annulée. Bon, annuler une condamnation à mort, quand elle a été exécutée, c'est un peu tard. Mais ils ne disent pas où ça s'est passé. Bon, et donc il a fallu une enquête par des chercheurs indépendants pendant plus de 20 ans pour découvrir le lieu de l'exécution. Voilà, donc je raconte tout ça. Je vais lire un extrait qui parle de l'arrivée du détenu, enfin du météorologue, là, à la Loubianka. Donc la Loubianka, c'est un gigantesque bâtiment qui existe toujours, et qui est toujours d'ailleurs le siège du FSB, c'est-à-dire la police politique. À l'époque s'appelait NKVD, puis GPU, puis NKVD, puis KGB, puis... FSB. Bon, c'est toujours le siège de la police politique. Donc je vais lire 2 pages qui sont présentation de la Loubianka. On ne peut regarder sans émotion, sans cette espèce de stupeur que suscitent les lieux terribles, l'écrasante façade grise et ocre sous-tachée de corniches roses de la Loubianka, au-dessus de la place du même nom, au sortir de la station de métro du même nom. Je dis « on », mais qui en fait? Ceux pour qui on comptait d'une façon ou d'une autre, à un moment de leur vie, l'espérance révolutionnaire et sa mort sinistre. Car s'il est un lieu qui symbolise ce meurtre de masse de l'idéal, cette substitution monstrueuse de la terreur à l'enthousiasme, des policiers aux camarades, c'est la Loubianka. C'est ici le centre de cette alchimie à rebours qui a transformé l'or en vil plomb. Combien de milliers d'hommes et de femmes libres et courageux sont ressortis de cet abattoir brisés, esclaves. Je n'idéalise certes pas le communisme,
Mais je sais aussi l'espérance qu'il a été, la force généreuse qu'il a mise en mouvement. Combien de milliers ont été assassinés dans les caves de cet énorme immeuble bourgeois de style lourdement italianisant, qui fut d'abord le siège d'une compagnie d'assurance. Cette émotion, cette stupeur dont je parle ne semble pas être le fait de beaucoup à Moscou. Les passants, nombreux sur la place, n'accordent aucune attention particulière à l'infâme monument. Un reste de peur, peut-être. La seule plaque sur les murs signale qu'ici, de 1967 à 1982, Yuri Andropov dirigea le KGB. Rien sur la foule des martyrs qui ont eu la tête trouée quelques étages en dessous du bureau de Yuri Andropov. Tout autour de la Loubianka, les magasins de luxe de la Nouvelle-Russie, les parfumeries, les joailleries, les Gucci, les Ferrari, les boutiques et halls d'exposition peuplés d'hôtesses montées sur talons stiletto et surveillées par des malabars en survêtements noirs. Une salle vide, violemment éclairée, un homme en blouse blanche, déshabillez-vous, tournez-vous, baissez-vous, écartez les jambes. Le séjour à la Loubianka commence par la fouille à corps. L'homme nu, tâté, manipulé, humilié, a définitivement cessé d'être un camarade. Même quand pendant des mois on s'est familiarisé avec l'idée d'être en prison, écrit Margaret Buber-Neumann, la femme du dirigeant communiste allemand Heinz Neumann, qui fut déporté par Staline puis livré par lui à Hitler. Même quand pendant des mois on s'est familiarisé avec l'idée d'être en prison, on ne sait vraiment ce que cela veut dire que le jour où l'on est derrière une porte sans poignée. Mais ce qu'est un prisonnier, ce que signifie de laisser disposer de son corps, on ne le sait qu'après la première fouille à la Loubianka. Après la fouille, on se rhabille avec des vêtements dont tous les boutons ont été arrachés. On marche le long de couloirs interminables, baignés d'une lumière dure, retenant des deux mains son pantalon, avec un garde armé derrière soi, empreintes, photos, le cliché anthropométrique de Wangenheim Alexei, F, face et profil, porte le numéro 34 776. Le visage est lourd, le regard inexpressif, ou alors exprimant une stupeur morne. Pas ces yeux de pure panique ou d'accablement qui rendent si dur à regarder certaines des photos de condamnés du NKVD. C'est le même visage que sur le photo à la cravate, mais vieilli soudain, éteint, engoncé dans un manteau sombre.